Bonjour, messieurs, dames. Je vous invite à vous rapprocher, parce que Monsieur Percher aime bien voir les gens. Donc, on se ressent, on reste groupir. Ceux qui veulent rester au fond, ils peuvent, j'ai un micro. C'est pas là. Ça va, c'est pas trop près là. Bon. Tu veux que je le fasse? Qui c'est qui fait le lancement? Mathieu. Ah, il paraît qu'il y a quelqu'un qui va lancer l'affaire, donc on l'attend. On lui donne 2 minutes, hein? C'est pour les autographes aussi, ça peut servir. Bon, je ne sais pas ce qu'il avait dit, ce qu'il allait dire. On s'est posé la question sur. On observe la Terre avec des satellites. On peut se poser la question quand même pourquoi. Alors, je ne sais pas trop la connaissance des uns et des autres. Je vois des jeunes, des plus anciens. Il y a des gens qui doivent avoir une bonne connaissance. Je vais simplement essayer de vous expliquer un peu le pourquoi et puis vous faire un peu de technique, histoire qu'à l'issue de tout ça, vous ayez certain vernis quand même. Ceux qui ont écouté d'autres conférences, je vais faire un peu un résumé de tout ce que vous avez vu quelque part là. Sur le site, j'ai fait le tour, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont déjà un peu sur les planches que vous avez pu voir. Alors moi, pourquoi je vous parle là ce soir, c'est que j'ai travaillé pendant 40 ans dans le spatial. 40 ans dans le spatial, dans une aventure, le spatial, ça a à peu près 60 ans. C'est à peu près 60 ans. En 57, il y avait les Russes là, qui mettaient leur Spoutnik, là, qui faisaient le tour du monde. Alors les Russes, ils mettaient 3-0 aux Américains. Ils ont fait le Spoutnik, ensuite ils ont fait le tour de la Lune, ils ont été regardés derrière, ensuite ils ont lancé Gagarine. Pendant ce temps-là, les Américains, ils restaient au sol. Pas terrible, hein. Alors, après, ils ont lancé la NASA, tout ça, et puis il y a eu la fameuse aventure de la Lune. Donc, tout ça pour vous dire que le spatial, c'est pas vieux. C'est une aventure humaine qui est relativement très courte par rapport à l'humanité, alors par rapport à l'univers, n'en parlons pas, c'est microscopique. Et j'ai eu la chance de travailler pendant les 2 tiers de ce temps-là. 40 ans sur 60, ça fait les 2 tiers. Et j'ai travaillé avec l'ensemble des scientifiques du monde entier pour leur faire des instrumentations qui regardent l'espace, qui regardent la Terre. Donc, je ne suis pas scientifique une seconde, plutôt ingénieur, mais, enfin, une seconde, si un peu scientifique sur les bords, mais pas, je ne suis pas une problématique scientifique comme un astrophysicien, comme quelqu'un qui fait la géophysique, comme quelqu'un qui fait de la météorologie, des trucs. Mais je leur ai donné des instruments, donc ils ont été obligés de m'expliquer où étaient leurs problématiques pour leur faire les instruments qui allaient bien. Donc, c'est une chance inouïe, c'est d'avoir vu à peu près les meilleurs dans toutes les disciplines. Alors, ça finit par jaillir, hein. On finit par s'y croire un peu. Mais en fait, on a finalement, à force d'essayer de bien comprendre la problématique, on finit par un peu la comprendre. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer pour parler de la Terre, je veux d'abord vous dire, en gros, alors ça, vous l'avez vu dans les planches ici, la Terre, elle est où? La Terre, elle est dans notre univers, des milliards de galaxies, dans un univers qui fait 13,7 milliards d'années. Les milliards, vous maîtrisez ça, les milliards. Pas compliqué, hein? Pour les petits jeunes, là. Tu vois ce que c'est un millimètre? Bah, dans 1 mètre, il y en a 1000. Bah, si tu fais 1000 fois 1000 mètres, c'est 1 kilomètre. Bah, 1 million. Et puis 1000 kilomètres, eh ben, il y a 1 milliard. 1 milliard de petits machins d'un millimètre, là. D'accord? Donc là, 13,7 milliards d'années. Pouf, ça fait vieux. Et notre galaxie, là-dedans, je vais aller assez vite, hein. On peut y passer 1 heure et demie sur chaque planche, hein. Il y en a qui passent 1 heure et demie sur cette planche-là, quand même, hein, pour vous raconter l'univers, hein. Et pourquoi on dit qu'il a 13,7 milliards d'années? On a fait des instruments qui ont essayé de regarder le fond cosmologique diffus, c'est-à-dire le premier émission diffuse de ce qu'on appelle juste après le Big Bang, là. Et pour faire ça, on a fait un instrument qui était à 100 millK. 100 millK, c'est 100 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu Kelvin.
moins 273 degrés. Alors pourquoi on dit que c'est le zéro absolu? Parce que la température, contrairement à plein d'autres variables, ça peut monter jusqu'à l'infini, mais ça vient d'un point en dessous, zéro. On ne peut pas aller en dessous. Pourquoi on ne peut pas aller en dessous? Il n'y a plus rien qui bouge dans l'univers. Plus rien qui bouge. Donc on se met là, paf, alors on prend le petit rayonnement, on a fait un truc qui était le plus froid de l'univers, 100 millicars. Et on a regardé un petit peu toutes ces galaxies-là. Alors ça, c'est la nôtre. Alors la nôtre, elle est vieille, hein, 13,6 milliards d'années. C'est pratiquement au début, quoi. Mais notre Soleil, là, dans la branche, là, il n'a que 5 milliards d'années. Donc finalement, il n'est pas si vieux que ça. Puis il est dans un coin, dans une branche, c'est tout petit. Notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière. Alors on va voir un peu les distances, tout ça, c'est compliqué. Il marche. Le Soleil. Alors notre Soleil, c'est une espèce de grosse boule de feu qui s'est construit avec des tas de collisions. Alors il y a de la matière qui s'est, des nuages, puis après c'est devenu de la matière s'est rentrée dedans, ça fait des collisions, ça a fait des trucs, et ça fait des grosses machines nucléaires. Et ça fait aussi des grosses éruptions solaires. Alors pendant très longtemps, au début du système solaire, c'était quand même sacrément très violent. Hein. Très très violent, hein. On n'aurait pas pu vivre à ce moment-là, hein, c'est très clair. Et c'était plein de collisions, et autour de ce Soleil s'est mis une agrégation de planètes. Alors ça, vous avez tout ça dans vos bouquins, là. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est pourquoi ce machin-là est stable depuis des millions d'années. Parce que si on existe sur une petite Terre, c'est que depuis des millions d'années, on n'a pas pris des tas de trucs sur la figure, quoi. Pas de collision, plein de machins, ça tient, c'est stable. Alors quand on regarde l'univers et qu'on regarde au loin, on regarde dans le passé. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Hein. On est à un endroit, nous, on a l'impression d'avoir des étoiles partout, tout autour. Puis à chaque fois qu'on va regarder un peu plus loin, on regarde un petit peu dans le passé, parce que la lumière qu'on voit, c'est la lumière qui met un certain temps pour nous arriver. Donc c'est comme si on regardait un film, hein, mais à rebours. Alors on a trouvé des tas de systèmes solaires comme ça qui s'étaient en création. Donc on arrive à se mettre à plusieurs années-lumière, 5 milliards, puis on l'envoie qui sont pratiquement comme le nôtre, mais qui étaient en phase de création. Alors qu'est-ce qu'on voit des tas de collisions? Les premiers trucs qui arrivent, c'est des grosses planètes autour. Les grosses planètes, Saturne, Jupiter. Et nous, là, notre système, il est super bien parce qu'il y a Saturne et Jupiter et le Soleil. Et il s'est mis comme dans un disque, un peu comme la galaxie, là. Au début, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, dans lequel il y a les planètes. Et puis, les grosses, là, eh ben, elles sont stables. Quand on regarde les autres systèmes, les grosses planètes, c'est rarement stable. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ça finit par migrer vers la grosse étoile. Et puis, ça se fait bouffer par l'étoile. Donc, les grosses planètes, quand elles sont toutes seules autour de leur Soleil, elles vont migrer et elles vont se faire manger par le Soleil. Et nous, ça aurait pu faire le cas. Hein. Bah, Jupiter, elle aurait pu venir comme ça, gentiment, en millions d'années. Hein. Ça se fait pas en 3 minutes. Hein. En millions d'années, et en passant, ça aurait bouffé la Terre. Alors, on ne serait pas là. Alors pourquoi ça reste? Parce qu'il y a Saturne. Et il y a une espèce de phasage de 3,5 là. Donc il y en a qui fait 3 fois, l'autre il fait 2 fois, et ça tombe en phase, et Saturne empêche Jupiter d'aller vers le Soleil. Cette stabilité, elle est là depuis 1 milliard d'années. C'est cool. On ne prend plus de trucs sur la figure. En plus, il y a 2 grosses planètes là, qui font que quand il y a des trucs qui nous arrivent de loin, bah, les planètes, ça s'est arrêté par les planètes en passant avec leur gravité, ou ça se fait manger par le Soleil. Donc en fait, notre planète Terre, elle était pas mal bien, elle est bien protégée pendant 1 million d'années, et elle se trouve là. Alors tous les petites scories là, c'est les astéroïdes et puis les comètes. Alors je ne peux pas faire une conférence sans parler d'un truc là. Ah mince, je l'avais. Il y en a qui savent ce que c'est que Tchouri. Vous levez la main. Churyumov-Gerasimenko. Bon, il y a un spécialiste là. C'était une comète. Et l'Europe est le premier pays au monde, enfin pays, groupement de pays qui se sont posés sur une comète. Et les comètes, c'est les petits machins qui étaient derrière. Alors on va regarder notre Terre d'un peu plus près maintenant. On va se dire, bon sang, c'est quand même le seul endroit que l'on connaisse où il y a la vie. Donc sur notre planète, il y a un truc qui est parti, puis pendant des millions d'années, et puis il y a un écosystème qui s'est mis en place. Alors pourquoi la vie, elle est sur Terre? Alors je ne vais pas donner tous les paramètres qui sont, c'est très compliqué, puis il y a des gens beaucoup plus savants que moi qui vont vous l'expliquer. Moi, je vous en donne 3 qui viennent de l'espace. Parce que c'est particulier, notre planète, quand même. Nous, on a une vie telle que l'on a parce qu'il y a une magnétosphère. Le Soleil, c'est un méchant, c'est bourré de radiation. Ça vous envoie des protons à toute vitesse, ça vous envoie des radiations. Et pourquoi on ne les prend pas, nous? Parce que les radiations, c'est très mauvais pour nos cellules. Hein. S'il y en a qui font des protothérapies, qui font des radiothérapies, qui font des trucs comme ça, c'est très mauvais, ça vous tue les cellules. Les bonnes et les mauvaises, d'ailleurs.
Et donc, en fait, on est protégé grâce à la magnétosphère. Donc, déjà, c'est un truc particulier. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est lié à quoi? C'est lié à une dynamo interne. Là aussi, on le fait aussi depuis l'espace. Dynamo interne, c'est quoi? C'est le plasma interne de la Terre qui frotte. Et puis, ça vous fait des trucs, puis ça vous fait un champ magnétique. Et le champ magnétique, eh bien, il vous fait la magnétosphère. Ah, et on est en train de se poser la question, est-ce qu'autour de Mars, il y a eu, à une époque, un champ magnétique comme ça? Parce qu'est-ce que le plasma interne de Mars, il est encore actif? On n'en sait rien. On est en train de lancer un instrument qui est en train de voyager, qui va arriver en décembre et qui fera la vérification s'il y a de la sismologie sur Mars. Mais pour l'instant, intéressons-nous à la Terre, le magnétosphère. Donc déjà, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait ce truc-là. L'autre point, c'est l'eau. L'eau, c'est indispensable sur notre planète pour vivre. Alors la Terre, elle est vachement bien, pas trop près du Soleil pour pas avoir trop chaud, pas trop loin pour pas avoir trop froid. Et puis il y a de l'eau, 70% de la surface. Mais attendez, c'est pas profond. La profondeur moyenne des océans, c'est 3000 mètres. Vous faites un calcul pour ceux qui étaient à l'école. Alors toi, tu oublies, là, tu ne vas pas retenir. 4 tiers de Pierre 3, ça ne te dit rien, c'est pas grave. C'est pour faire le volume d'une sphère. Et bien, quand tu prends ça à la surface de l'océan, la profondeur de l'océan, et qu'on fait toute la boule de toute l'eau salée de la planète, c'est la bille, là, sur le ballon de foot. Alors, on croit qu'il y en a plein, mais pas beaucoup, hein. On se rend compte que c'est fragile, ce truc-là. Là. On aurait reçu des astéroïdes, des trucs et des machins, un coup de pied, là, pouf, et la bille, elle partait. Hein. Pas grand-chose. Hein. Et puis, la petite bille à côté, bah, c'est l'eau douce. Alors, la grosse, c'est l'eau salée, la petite, c'est l'eau douce. Et puis, la toute petite, là, bah, c'est celle qui est accessible. Pour nous, là, ce qu'on utilise, là. C'est pas grand-chose non plus. Hein. Bon, alors, donc, en fait, ça nous dit, oh là, il y en a beaucoup, mais c'est quand même fragile. Alors l'autre point qui fait qu'on existe, toujours vu à l'espace, hein, parce que c'est l'atmosphère. Sans atmosphère, on n'existerait pas. Alors l'atmosphère, pas énorme. Dès qu'on est passé 100 km, il n'y a plus rien. C'est tout petit. Alors ça, ceux qui vont dans l'espace, ceux qui ont entendu les conférences de nos amis spationautes, là, quand ils voient ça, ils sont fascinés, quoi. Hein, c'est hyper fragile. C'est pas épais. Hein. Et puis on vit dans 3 km, nous. On ne vit pas dans les 100 km, on vit dans les 3 km, et on a besoin d'une pression. On a besoin de la pression atmosphérique. Et on a besoin que notre atmosphère, elle nous protège de plein de trucs. Et on verra un petit peu qu'elle nous protège aussi des ultraviolets, elle nous protège aussi avec l'ozone, etc., un certain nombre de radiations. Et en plus, l'atmosphère, eh ben, elle nous tient chaud. Parce qu'il y a des gaz à effet de serre. On râle contre les gaz à effet de serre, mais s'il n'y en avait pas, on aurait froid. Hein? Sur Mars, il fait moins 60 degrés en moyenne, avec une atmosphère de 7 millibars. Là, on est à 1000 millibars sur notre planète, et on a une atmosphère moyenne, 15 degrés. Si on n'avait pas, on aurait moins 20, moins 30. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un petit peu de gaz à effet de serre pour entretenir le système avec une certaine température. Et il faut la pression, parce que sans pression, pouf, on exploserait, nous. D'ailleurs, nos copains spationautes, ils sont dans des scaphandres là, quand ils vont dans l'espace, hein, sinon ils gonflent. Donc là, l'atmosphère, c'est extrêmement fragile. Et là aussi, il y avait une atmosphère sur Mars. Il n'y en a plus. Et personne ne peut vous dire exactement pourquoi, hein, à ce stade. Donc là aussi, fragilité de notre petite planète sur le truc. Fragilité et puissance. Parce que là, c'est un cyclone. En fait, c'est la puissance, ça prend de l'énergie. Et cette énergie, elle est liée à des échanges entre l'océan et l'atmosphère. Donc tout ça, ça crée cette puissance. Et puis nous, on est tout petits là-dedans. Hein. Nous, on fait 1m50, 1m70, là, au milieu d'un truc pareil. Bon, seulement la seule chose, c'est qu'on s'est mis partout. On a tout envahi la planète, on s'est mis partout et on l'a utilisé. Et dans quel état on la met? C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'homme, c'était complètement... il n'était rien, quoi. Ça ne faisait rien sur la planète. Mais maintenant, on commence à influencer à l'échelle globale. Tout un tas de raisons, on a exploré des tas de trucs, on va forer des tas de machins, on a exploité, on déforeste, on essaye de vivre à 7 milliards sur une planète où pendant des milliers d'années, on n'était pas plus de 200 millions. Donc là, on a un truc un peu compliqué. Alors sur cette Terre, pendant très longtemps, on s'est dit, l'homme là-dessus, il a essayé de comprendre.
L'homme qui est quand même un animal qui essaye de projeter l'après, qui essaye de comprendre son environnement, il s'est posé des tas de questions. La Terre, la logique, le bon sens de l'être humain, c'est de dire que la Terre est plate. Pour arriver à dire qu'elle n'est pas plate, il faut réfléchir sacrément. Hein. Parce que quand vous êtes assis dessus, qu'est-ce qui fait que... Et nos sens, à nous, ils ne sont pas du tout faits pour comprendre ce que je vous ai raconté avant. Il a fallu des tas d'instruments pour faire ça. Donc en fait, pendant très longtemps, on a pensé que c'était tout plat. Et puis il y a quand même des gens, notamment Newton, ils ont fait des mesures. Ils ont quand même été vérifiés que la Terre n'était pas tout à fait ronde, mais qu'elle était un peu aplatie aux deux pôles. Et puis alors aujourd'hui, quand on le mesure depuis l'espace, ben, ce n'est pas du tout ça non plus. La Terre, c'est ça. Vous croyez qu'elle est ronde? Pas ronde. Elle est complètement patatoïde, avec des masses totalement réparties, mais il y a des centaines de mètres d'écart. Hein. Donc quand on dit qu'on est à tel endroit, il faut le faire par rapport à un référentiel qu'on appelle un géoïde. Et quand vous vous baladez avec les satellites, la GPS qui vous font un truc aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez une cartographie GPS qui n'est pas la même. Pendant très longtemps, sur Terre, vous aviez des projections machin, projections Lambert, projections truc, pour se projeter sur des sphères. Mais en fait, ce n'est pas une sphère, c'est un truc patholoïesque. Un truc qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas la communauté scientifique pour refaire tous ces calculs-là, essayez aussi de voir que le centre, la Terre est vivante, au sens où c'est un plasma au milieu. Donc c'est même pas stable ça. Quand il y a un tremblement de terre, le tremblement de terre qui a eu lieu dans l'Himalaya, là, on a vu un bouger sur le géoïde terrestre. On a vu un bouger qui est lié au changement du potentiel terrestre. Le potentiel terrestre, il bouge. Vous avez la tectonique des plaques, vous avez des trucs. Les scientifiques disent le centre de masse de la Terre, il bouge dans un apéricube. Parce que de temps en temps, il bouge dans un truc d'un centimètre. Un centimètre, ça gigote. Ça bouge, et puis de temps en temps, ça se décale un peu. Quand il y a un grand mouvement des plaques qui ont bougé, après de casser les contraintes qu'il y a entre des plaques qui bougent entre elles. Tout ça pour dire que la Terre, pour les jeunes là, la Terre, c'est pas rond. Bon, enfin, c'est pas plat non plus. Hein. Donc, elle est en patatoïde. Vous imaginez que quand on va analyser la Terre, la science qu'il faut derrière pour arriver à dire que la mer monte, par rapport à quoi? Par rapport à un géoïde de référence. L'intérêt qu'il y a eu avec les satellites, avec les GPS et la navigation, c'est que vous créez une Terre virtuelle, vous êtes dans un monde virtuel, où en fait vous avez une référence virtuelle qui est liée à la triangularisation que vous faites avec les satellites. Rien à voir avec la réalité de où vous êtes en altitude. Donc et ça se voit évidemment avec des variations de pression, des variations de trucs. Ça se voit avec les satellites. Alors, les satellites, comme je vous l'ai dit, c'est pas vieux. Le premier, 57, 61 ans. Donc on se met dans l'espace. Alors pour aller dans l'espace, il faut mettre une fusée. Alors ici dans la région, vous connaissez bien, puisque vous avez des gens qui s'appellent Ariane Group et qui fabriquent des fusées. Alors pour partir dans l'espace, il faut non seulement monter, mais il faut faire de la vitesse. Parce que si vous n'avez pas de vitesse, vous retombez là où vous êtes monté, la Terre, vous retombez par terre. Quoi. Parce que vous êtes toujours attiré par la Terre. Nos amis qui sont dans la station, ils sont à 400 km, ils ne sont pas loin. Hein. Et ben, ils sont toujours attirés par la Terre. Ils tombent. Mais il tombe avec un rayon de courbure qui est plus grand que celui de la Terre. Alors, l'image que je donne dans les classes, pour les petits jeunes, là, tu te vois avec un jet d'eau dans ton jardin, là? C'est un jet d'eau. C'est un jet d'eau chez toi. Tu prends le jet d'eau, tu ouvres le robinet un peu. Il fait un petit jet d'eau comme ça. Tu ouvres très fort. Il va chez le voisin. Bon, il peut râler, le voisin, hein, mais enfin, c'est rien. Tu ouvres encore plus fort. Il va encore plus loin. Et puis, tu ouvres très fort pour que la sortie du tuyau, ça aille à 8 km/s. 8 km/s, c'est quand même pas ce que tu vas faire avec ton tuyau d'arrosage, je reconnais. Mais si tu arrives à lancer à 8 km/s, il va partir tellement loin, ton tuyau, qu'il va faire un rayon de courbure, il va revenir, tu vas prendre l'eau dans la tête derrière. Tu vas faire comme ça, il va faire le tour de la Terre, il va te revenir derrière. Il est en orbite. Alors ça ne va pas marcher, hein, essaye pas, parce qu'il y a l'atmosphère qui va freiner l'eau, etc. Mais s'il n'y avait pas d'atmosphère, ça marcherait comme ça. Du fait de la masse de la Terre, 8 km/s. Alors, il faut monter, puis partir à 8 km/s. Et après, on est en orbite. Puis là, on va se manipuler. Alors, évidemment, pour sortir de la Terre, c'est ça. Pour sortir de Jupiter, c'est 50 km/s. Une fois qu'on s'est posé. Hein. Donc, c'est pas gagné pour sortir de gros trucs. Mais sur la Terre, c'est ça. Et pour s'échapper de la Terre, c'est-à-dire aller plus loin que de tourner autour. Donc, ceux qui tournent autour, quand ils vous disent qu'ils sont en 0G, c'est pas vrai. Ils sont en apesanteur. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où toutes les forces qui s'exercent sur eux, c'est nul parce qu'il y a la force, ils tombent,
ils tombent en chute libre, mais en fait, ils vont à telle vitesse qu'ils ont une force centrifuge qui est égale exactement à la force opposée. Et c'est comme si vous étiez dans un ascenseur qui tombe. Pour ceux qui ont été aux États-Unis, il y a 2 ascenseurs qui font ça. Il y en a un à San Francisco, c'est génial. Vous montez dans un ascenseur, vous montez au 60e, je crois, 60e étage, vous appuyez sur 0. Pendant une fraction de seconde, il tombe en chute libre. Et bien, vous êtes comme dans l'avion 0G de notre ami Jean-François Clairvoy, c'est-à-dire vous flottez pendant quelques temps. Pour les enfants, c'est très très marrant, mais il faut se tenir quand même. Hein. Mais tu donnes un petit coup, puis tu es en l'air comme ça. Tu flottes, la cage d'ascenseur, elle tombe en même temps que toi. Pareil. Donc là, on est en orbite. Alors, il y a les orbites proches de la Terre, les orbites plus loin. Alors, les orbites utilisées, principalement, il y a deux grosses classes d'orbites utilisées tous les jours. Il y a l'orbite géostationnaire, celle qui est géo, là, qui fait un rond, 36 000 km. Pourquoi? Parce qu'elle fait un tour en même temps que la Terre, dans 24 heures. Donc, les satellites sont toujours en face. Et c'est la première image que je vous ai montrée de la Terre, c'est fait par un satellite qui s'appelle Météosat, qui est sur l'orbite géostationnaire. Et puis, vous avez les orbites plus basses, c'est les orbites défilantes, qui sont en fait, le satellite, il défile autour, et il tourne autour de la Terre 14 fois par jour, etc. Et puis, vous avez les orbites où vous échappez, et là, pour s'échapper, 13 km/s, il faut avoir, pour plus sentir la Terre et partir plus loin. Et donc, ça vous donne un peu de tout ça, on met ça les satellites là-haut. Alors, les satellites qui vont regarder la Terre, ils sont très souvent sur une orbite qu'on appelle synchronisée avec le Soleil, héliosynchrone. Et en fait, c'est le plan de l'orbite qui tourne d'1 degré par jour quand la Terre tourne autour du Soleil. Et le plan de l'orbite fait 1 degré par jour parce que la Terre tourne autour du Soleil. Ça vous permet d'avoir un angle solaire toujours le même. C'est-à-dire que quand le satellite passe, il a le même éclairement au sol. Ça permet de comparer des images jour à jour et de faire des tas de trucs et des tas d'applications dans l'observation de la Terre. Donc, beaucoup de satellites sont comme ça. Tous ceux qui font des sondages, qui font des images, qui font des trucs, on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis, il y en a sur l'orbite géo. En gros, c'est ça autour de la Terre. Il y a à peu près 1200 satellites en fonctionnement aujourd'hui. Vous en avez 400, 450 sur l'orbite géostationnaire, et puis vous en avez plus de 600, et puis après, les autres, les navigations qui sont sur les orbites basses, et les autres sur les orbites intermédiaires à 23 000 km. Donc tout ça pour, je ne vais pas rentrer plus loin dans ce détail-là, pour vous dire, on met donc des objets dans l'espace. Alors il y a ceux qui regardent vers le haut, qui vous font les trucs sur l'univers, et ceux qui regardent vers le bas. Alors c'est quoi? Comment ça marche, ce truc-là? Quand on regarde la Terre d'au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez un instrument qui est au-dessus de la Terre, qui est en dessous. Vous voyez de la Terre éclairée quand il y a le Soleil, et vous passez à travers l'atmosphère. Donc vous avez un truc tout bête, là, qui est la lumière solaire réfléchie. Mais la lumière solaire réfléchie, elle passe à travers l'atmosphère, une fois pour descendre vers la Terre, puis elle est réfléchie sur la Terre, elle remonte. Et elle ne fait pas ça sur aux mêmes endroits dans l'atmosphère. Elle traverse des zones différentes. Ça bouge, tout ça. Et puis alors vous avez un truc, vous avez la Terre elle-même qui rayonne dans des longueurs d'onde plutôt non visibles dans l'infrarouge. Et puis vous pouvez faire du sondage aussi. Vous pouvez envoyer des trucs actifs, là, puis vous avez en retour, vous regardez ce que vous recevez. Tout ça, ce sont les instruments. Et les instruments, ils sont faits pour regarder tout ça, à la fois ce qu'il y a au sol, ce qu'il y a dans l'atmosphère, ce qu'il y a dans les nuages. Et on trie des patates, après, et on donne tout ça aux gens qui vont analyser dans leur modèle cette observation. Alors, ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais sachez que le spectre électromagnétique, c'est toutes les longueurs d'onde. Vous les prenez les unes après les autres. Le visible, c'est tout petit là. C'est au milieu, c'est autour du micron le visible. 10-6, hein, c'est en mètres, tout ça là. C'est autour du micron. Les ondes radio que vous utilisez tous là, les ondes radio, elles sont plutôt autour du mètre et puis jusqu'à des kilomètres. Et puis les ondes, les rayons X là, c'est tout petit, jusqu'au rayonnement gamma, avec des longueurs d'onde très courtes. Alors ça, c'est pour dire aux enfants là, ce que tu vois avec tes yeux, c'est que la partie visible. Ce qu'on appelle le visible. Donc les couleurs, quoi. Hein, et puis l'infrarouge, ce qu'on appelle l'infrarouge, tu ne le vois pas, mais il existe. C'est ce qui te fait chaud. Tu vois, tu sens avec la main, on sent un truc là, c'est ce qui fait chaud. La Terre renvoie de l'infrarouge énormément, dans le vide. Puisque le vide, l'espace autour, il est à 4 Kelvin à peu près. Et puis là, la Terre, elle est plutôt autour de 15 en moyenne. Donc ça rayonne dans tous les sens. Et puis notre atmosphère, tous ces rayonnements-là, ils arrivent. Le Soleil, il y en a plein. Le Soleil, il envoie des rayons de radio, hein. Pas croire. Hein. Le Soleil, il envoie en bande X, là,
8 cm de, 8 cm de longueur d'onde. Il envoie de la radio. Hein. Si vous aviez un truc, ça crache, là, c'est terrible. Si vous aviez une antenne pour recevoir ça. Et donc, le soleil, il envoie à peu près tout le spectre. Vous avez des trucs qui nous envoient dans le spectre, dans les rayonnements gamma, là. Ça, c'est les supernovas là, qui s'écroulent les unes sur les autres. Là. Donc, de temps en temps, ils appellent les astrophysiciens, ils appellent ça les bursts gamma. Bursts gamma. Sous le coup, un machin, là. Et alors, ça part dans l'univers, comme ça, puis de temps en temps, on en récupère un petit peu, et qui passe à travers l'atmosphère, mais c'est relativement peu filtré, ça. L'espèce de courbe, là, l'espèce de pointe, un pointillé, c'est ce que l'atmosphère filtre. Et l'atmosphère, elle ne nous envoie pas tout, elle en filtre un certain nombre. Alors, les rayonnements gamma, ça passe pas mal. Bon, ça ne nous fait pas trop de mal, ça encore. Il y en a d'autres il vaut mieux qu'ils soient filtrés par l'atmosphère. C'est pas terrible. Alors, vous avez les rayons X qui sont pas mal filtrés par l'atmosphère, puis l'ozone, elle filtre pas si mal les ultraviolets. Ce qui est vachement bien, parce que les ultraviolets, c'est les trucs qui stérilisent. Hein. Donc, si vous receviez les ultraviolets, vous seriez stérilisé, c'est-à-dire pas vivant, quoi. Hein. Donc, sur Mars, il y en a plein. Et puis l'atmosphère continue à filtrer des tas de trucs, plus ou moins. Dans les ondes radio, pratiquement pas. Et au sol, évidemment, on met des télescopes pour regarder. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, les télescopes. Hein. Galilée, il avait sa lunette, là, il y a 300 ans. Et ben Galilée, il a quand même vu les lunes autour de Jupiter. Balèze, quand même. Hein. Mais il est quand même passé à travers l'atmosphère, et l'atmosphère fait des fluctuations et tout. Et donc l'atmosphère, depuis le sol, elle nous perturbe quand on regarde vers le haut. Quand on est dans l'espace, on traverse l'atmosphère quand on veut regarder la Terre, mais quand on regarde dans l'autre sens, on n'a plus l'atmosphère. Donc c'est pour ça que depuis l'espace, les étoiles qu'on voit, elles sont colorées. Nos amis là, qui sont dans l'espace, là, les spationautes que vous avez vus, quand ils regardent, ils ne voient pas très bien parce qu'ils sont pollués par de la lumière. C'est incroyable, ils sont là-haut, mais ils sont pollués par la lumière proche. Mais globalement, s'ils regardaient le ciel au-dessus, ils verraient plein d'étoiles partout, plein de couleurs. Donc ça permet de... Et qu'est-ce qu'on a fait, les scientifiques, tout le monde là? On a essayé d'explorer tout ça. Alors on lance des ballons, on lance des avions, dans les avions, même les avions de ligne, ils font des mesures. Hein. On récupère des mesures avec les avions de ligne. Et puis on met des satellites pour observer et comprendre notre système Terre. Donc ça fait quelques décennies, finalement, qu'on a amélioré notre connaissance de ce système. Quels échanges radiatifs il fait avec l'univers? Quel flux solaire il récupère sur lui? Qu'est-ce qu'il renvoie? Et vous imaginez que quand vous avez un nuage, il renvoie du flux solaire. Puis des fois, quand il n'y a pas de nuage, ça va jusqu'au sol. Et puis ça renvoie des trucs. Vous savez très bien que quand il fait très beau, il peut faire très froid la nuit. Dans le Sahara, la température, elle descend vachement bas la nuit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nuages. Et l'univers, il est à 4 degrés K. Et il y a un échange radiatif avec cet espace froid. Et donc, un ciel clair, il fait froid la nuit et il fait chaud le jour. Et un ciel couvert, il fait meilleur la nuit et pas vraiment bon le jour. Alors ça, c'est ce que vous vivez tous les jours. Et nous, on met des instruments. Oh là, je vais passer ça. Ça, c'est un truc que je fais par rapport à des étudiants, pour leur montrer que j'ai eu la chance aussi, c'est non seulement de voir des scientifiques de haut niveau, mais aussi de faire des trucs où il y a tous les métiers là-dedans. On fait de l'optique, on fait de l'électronique, on fait de la mécanique, on fait de la thermique, on fait de l'informatique et on fait des bases de données incroyables parce qu'il y a énormément de données qui descendent au sol. Donc quand vous regardez ça, vous avez à peu près tous les métiers. On va passer, sauf s'il y en a qui veulent rentrer dans le spatial, on en discute après. Je vais simplifier un petit peu tout ça. C'est le principe optique, c'est la fameuse longueur d'onde dont on parlait tout à l'heure. Elle arrive sur l'instrument, elle est mesurée, le truc, et on appelle ça la tâche image derrière. D'accord? Et en fait, la résolution qu'on va avoir de nos instruments par rapport à la longueur d'onde en question, c'est une loi de Rayleigh, là, peu importe, c'est une longueur d'onde divisée par le diamètre de l'ouverture. Donc vous avez des instruments qui sont plus ou moins ouverts. Vous avez vu les télescopes là. Même les gens qui s'amusent à Roland-Garros ou autre, là, vous avez vu, ce sont des trucs. Vous avez votre petit smartphone, il n'y a pas beaucoup d'ouverture hein, dans la résolution. Mais les gars qui veulent vraiment pour prendre la balle qui va très vite, là, machin, il faut qu'ils prennent plein d'air, ils se mettent les télescopes balèzes. Eh bien, c'est simplement lié à cette loi-là, lorsque c'est dans le visible. Le lambda, il fait à peu près moins d'1 micron, et puis c'est comme ça que vous faites la résolution. Et pourquoi je mets ça? C'est que le pouvoir de résolution dans l'instrument, c'est que quand on le met dans l'espace, on voit plus ou moins de détails, comme vous avec votre œil. Il a fallu augmenter votre capacité. On parle de réalité augmentée aujourd'hui, un tas de trucs, mais depuis Galilée, on a augmenté nos capacités sensorielles, qui n'étaient pas faites pour ça,
d'aller regarder au loin qu'est-ce qui se passe avec les lunettes et avec les instruments. Bon, alors les instruments, notre œil, il a un pouvoir de résolution, en fait, qui est en gros à 30 mètres là, 30 mètres, et là, je vois 1 centimètre là-bas au bout. Pas plus, hein. L'interrupteur, le machin, 1 centimètre. Et vous ne voyez pas plus. Et ça, c'est pouvoir de résolution. Ensuite, les satellites, bon, ben, on y fait des trucs plus ou moins gros. Et alors, bon, il y a des courbes là pour expliquer que si vous êtes plus ou moins loin de la Terre, ben, vous voyez plus ou moins de détails. Donc, les satellites qui sont en orbite basse, ils voient des détails qui descendent à quelques centimètres. Et puis, quand vous êtes en orbite géostationnaire, avec le même instrument, ben, vous avez plutôt des détails qui descendront au mieux au mètre, etc. Donc, en fait, ça vous donne une idée de la taille de l'instrument versus la résolution qu'il faut avoir. Tout ça pour regarder la Terre. Alors, là, je vais regarder et puis on va parler des... Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous avez les images à gauche, là. Ça, c'est un truc sur Météosat. MSG, c'est Météosat seconde génération. Alors, on met les instruments. Et eux, ben, cet instrument, il voit un hémisphère complet. Un hémisphère complet. Et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait de la météo globale. C'est-à-dire, on rentre ça dans des modèles. Et les satellites de météorologie qui sont sur orbite géostationnaire, comme celui-là, qui voient tout cet hémisphère, ils font une image toutes les 15 minutes. Il y en a un qui descend toutes les 15 minutes. Vous avez toute la Terre toutes les 15 minutes qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent. Et vous voyez comment les images passent. Et les gens, ils rentrent ça dans leur modèle, puis ils regardent le passé. Hein. Ça me donne le passé. Et puis après, ils extrapolent avec un modèle physique pour dire qu'est-ce qu'il va faire demain. Et puis à droite, là, c'est un truc qui est plutôt de l'ordre du kilomètre. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça a permis sur un champ de 2000 km de faire la cartographie de la planète. Et il s'avère que comme vous faites toute la planète tous les jours, en fait, il s'avère que tous les 10 jours, vous arrivez avec une image de la Terre sans nuages. Quand vous êtes en train de regarder la Terre en permanence tout le temps, eh bien, vous avez tous les points de la Terre sont visibles sans nuages en 10 jours. En gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuages. Les gens sur place, ils ont l'impression qu'il fait mauvais. Hein. Mais le nuage, il passe. Et donc, dans un trou, vous le voyez. Donc, comme vous êtes en permanence en train de le faire, eh bien, vous arrivez à avoir une résolution. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça met des films en place où, en fait, vous voyez la désertification à toute vitesse. Vous voyez très nettement la désertification qui monte du Sahara et qui remonte jusqu'à la moitié de l'Espagne. Et ça, c'est lié au réchauffement, c'est lié aussi à tout un tas de trucs qui sont liés parfois à l'homme, parfois pas, mais qui sont liés à tout ça. Lorsqu'on descend encore, là, alors j'ai pris des satellites qui sont réalisés en Europe. Hein. Donc, vous avez aussi dans les longueurs d'onde, là, il y a des bandes spectrales. Alors, les bandes spectrales, c'est, on découpe la lumière en bandes spectrales, le vert, le bleu, le jaune, hein, et on regarde qu'est-ce qu'il y a par bande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous recevez comme lumière, si vous prenez des bandes spectrales dans le visible, vous recréez de la lumière, des images colorées, hein, comme vous auriez avec votre œil. Et puis, si vous allez un peu dans l'infrarouge, vous arrivez à voir ce qui rayonne ou pas, chaud ou pas. Et là, vous discriminez parfaitement ce qui est artificiel de ce qui est, j'allais dire naturel, mais au sens vivant. De l'herbe, de la vraie herbe versus de l'herbe artificielle, ça n'a pas du tout la même signature spectrale. D'accord? Donc, un stade qui est pris en proche infrarouge ou un stade qui est pris dans le visible, c'est pas du tout le même. Hein. C'est pas du tout le même. Dans le visible, vous voyez du vert, et puis dans l'infrarouge, il y en a un qui brille, pas l'autre. Alors, à côté, c'est un peu pareil. Quand vous êtes des champs de vue, alors il y a deux choses. C'est-à-dire, plus vous regardez avec de la résolution fine, moins vous avez de champs de vue. C'est-à-dire que vous êtes sur un truc très, très étroit. Et si vous voulez voir toute la planète, il faut aussi grand. Donc, ce qu'on fait, c'est une espèce de compromis entre le champ de vue et la résolution, en fonction des applications qui sont faites, en fonction de ce qu'on veut faire. Et après, il y en a des qui, pour aller plus loin, au lieu de le faire sur un satellite, ils mettent plusieurs satellites. Vous mettez plusieurs satellites, vous mettez même une constellation, on appelle, vous en mettez plein, tout le temps, un qui passe, avec plus ou moins de résolution, ce qui fait qu'on finit par regarder la Terre avec énormément de résolution, de 50 cm jusqu'à 1 km, à peu près tout le temps, tous les jours, et à n'importe quel moment. Quand vous faites votre Google Earth sur votre machine, l'image que vous avez, des fois, elle date de 6 mois, mais il y a des tas de gens qui ont l'image d'hier. Hein. Mais ce n'est pas le grand public, je dirais. Celle-là, elle est payante. Tout n'est pas gratuit. Hein. Tout n'est pas gratuit.
Alors là, on descend encore en résolution, donc on voit des trucs, les constructions humaines. Dès qu'on commence à descendre en résolution, en fait, l'intérêt, c'est de regarder ce que fait l'homme sur la planète. Alors là, il y a des trucs très vieux, hein, les pyramides, mais aussi le Mont-Saint-Michel. Et puis on peut regarder aussi ce qui se passe dans le jardin du voisin. Et ça, c'est ce que fait la Défense. Alors ça, c'est une image c'est l'Everest, ça. Et en fait, c'est l'Everest pris depuis le satellite. Il était au-dessus du sud de l'Inde. Au-dessus du sud de l'Inde, le satellite, au lieu de regarder en bas, là, il s'est incliné comme ça. Il a été regardé quasi, c'est presque, vu de où il était, c'est quasi l'horizontale, quoi. Hein, et il regarde l'Everest. Pam. Donc il fait la face sud de l'Everest. Et en fait, ça, donc c'est des résolutions. Alors évidemment, ça ne fait plus 50 cm de résolution, puisque c'est beaucoup plus loin que si c'était juste en dessous. Juste en dessous, c'est à 800 km. Et comme ça fait 2000 km. Hein, donc vous avez tout ça. Alors là, c'est les constructions humaines à Dubaï, qui sont au large de Dubaï. Donc vous voyez les trucs, là, ils ont été s'étendre sur la mer de façon extrêmement forte. Il y en a plein comme ça, vous en avez plein dans vos images. Alors ça sert pas qu'à faire des beaux calendriers, hein. C'est aussi, vous avez toute une archive d'images qui existe près de toute la planète et photographiée tout le temps. Donc vous avez une archive d'images extrêmement importante. Donc dès qu'il y a un phénomène naturel, là j'ai pris un phénomène naturel comme une inondation, eh bien vous avez l'image d'avant, l'image d'après. Donc là j'ai superposé sur l'image d'avant, l'image d'après l'inondation. Donc vous avez une connaissance exacte de ce qui s'est passé. Et lorsqu'on l'a fait dans beaucoup de cas, il y a même une charte internationale qui s'est mise en place. C'est-à-dire on a coordonné les agences spatiales qui ont des satellites. Et puis dès qu'il y a une catastrophe, un tremblement de terre, une inondation, des trucs comme ça, tout le monde se met à regarder le truc là. Et puis on donne les informations sur où sont les ponts coupés, comment ça les trucs, pour que les secours arrivent très vite. Et les secours sont extrêmement friands de ce genre d'informations. Je dis ça, mais ce qui s'est passé. Et puis, il n'y a pas que les secours. A posteriori, après, souvent, il y a les assurances aussi. Parce que le gars qui dit qu'il a été inondé puis qu'en fait, il n'y a jamais eu d'eau chez lui, l'assurance est plutôt a toujours pensé que vous trichez. Inversement, le public pense l'inverse, c'est que l'assurance ne veut jamais payer. Donc, on essaye de jouer un peu les arbitres, là, en disant mais si, mais non, etc. etc. Donc il y a dans ce genre d'outils qui servent évidemment à vérifier les dégâts qu'il peut y avoir liés à des catastrophes. Alors, on regarde pour la météo, c'est un truc qui est extrêmement important. Vous savez que la météo, vous l'utilisez tous les jours. Il y a plusieurs satellites qui ont été mis en place. Sur la base, d'ailleurs, c'est une infrastructure collective, hein, puisque c'est payé par l'argent public, c'est payé par et l'organisme européen qui fait ça s'appelle le METSAT, mais au niveau mondial, il y a un opérateur mondial, hein, tout ça, c'est coordonné. Il y a les satellites au-dessus de l'Afrique, les satellites au-dessus des États-Unis, les satellites au-dessus de l'Indonésie, et tout ça, c'est complètement coordonné. Alors les satellites japonais, les satellites américains, les satellites européens. Et dans ce truc-là, dans ces modèles météorologiques qui s'échangent, hein, les scientifiques sont complètement internationaux, ils s'échangent les données et on mesure tout un tas de trucs. Et on mesure non seulement les nuages et le temps qu'il fait, mais aussi la composition des nuages, la composition des aérosols, la composition de ce que vous avez, de ce que vous respirez au sol, mais toute la colonne d'air au-dessus. Alors, on regarde ça au service de la météo, ça fait 30 ans que vous avez les prédictions météo, qui s'améliorent tout le temps, et puis la qualité de l'air, et puis aussi pour les prévisions de climat. Alors, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle les spectres. Alors, un spectre, c'est quoi? C'est que quand vous traversez un milieu, vous avez du rayonnement, et là aussi, avec des longueurs d'onde très très variées. Et donc, quand vous récupérez ça, vous voyez exactement s'il y a de l'eau, s'il y a de l'ozone, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on le fait, et on regarde des paramètres importants. C'est-à-dire, par exemple, là, c'était l'ozone. L'ozone est important. Vous vous souvenez, on a parlé dans les années 90, on parlait du trou d'ozone. On avait lancé, ça c'était l'homme, qui avait lancé plein de CFC, là, et qui détruisait la couche d'ozone. Donc, en fait, il fallait reconstituer la couche d'ozone en altitude. Au sol, l'ozone, c'est pas bon. Le respirer, c'est pas bon. Par contre, il faut qu'il y en ait suffisamment d'altitude pour filtrer les ultraviolets. Donc en fait, ça a été des surveillances spatiales extrêmement importantes. Alors, un spectre, c'est
Ceux qui ont vu Tintin, il y en a un truc, là j'ai failli le mettre, j'ai complètement zappé ça. Mais globalement, prenez un spectre, là, vous décomposez tout ça, vous avez de l'ozone, du méthane, du monoxyde de carbone, et tout ça, c'est mesuré depuis l'espace. Alors quand on le mesure, depuis l'espace, on mesure, vous avez vu la première image, toute la colonne d'air. C'est-à-dire tout ce qu'on a au-dessus de la tête, au moment où le satellite passe. Il passerait 10 minutes après, il n'aurait pas la même colonne d'air, puisqu'il y a le vent. Et il passerait encore 1 heure après, il n'aurait toujours pas la même colonne d'air. Vous imaginez que si vous voulez faire le modèle inverse, c'est-à-dire d'où vient tout le méthane, par exemple, il faudrait avoir une modélisation des phénomènes de l'atmosphère pour savoir d'où il est arrivé au-dessus de votre tête dans la colonne d'air pour la construire comme ça. C'est ce que les météorologues et les scientifiques appellent le modèle inverse. En gros, comment écrire le film? Comment écrire le film? De où ça vient? Et ils essayent de voir d'où ça vient. Et ils vont se projeter pour dire où ça va. Et ça va être les climatologues. Vous voyez, alors nous, on fait une mesure instantanée, on fait une photo, quoi, si vous voulez. On fait une photo, et même si on la fait souvent, il faut la rentrer dans l'état de modèle. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Là, ici, c'est les feux de forêt en 2010, au-dessus de la Russie, vous vous souvenez, c'était extrêmement violent. Et bien, quand vous regardez un petit peu les monoxydes de carbone, là, c'est le monoxyde de carbone, il y a eu des quantités de monoxyde de carbone absolument gigantesques qui ont été mis en place par des feux de forêt. Alors, est-ce qu'ils étaient intentionnels, liés par l'homme ou pas, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ça a balancé une sacrée des trucs. Ne vous faites aucune espèce d'illusion, les phénomènes de feu en Californie, ça a été pareil, quoi, hein. Donc, en fait, il y a des phénomènes qui sont extrêmement violents et qui, dans notre atmosphère, se trouvent piégés dans notre atmosphère. Et ça, c'est compliqué. On verra après un petit peu. Si c'est trop compliqué, vous me le dites, hein, parce que ça va se complexifier encore, là. Ah, ça, c'est le sondage, c'est l'océan. Alors, on regarde l'océan. Alors, pourquoi on regarde l'océan? Parce que l'océan, c'est un sacré truc, hein. C'est la machine thermique de la maison. C'est le radiateur, quoi. En gros, depuis 50 ans qu'on fait des tas de trucs, là, où est-ce que ça s'est accumulé, là, cette température? Depuis que je suis né, là, la population a été multipliée par 3 et la consommation d'énergie fossile par 30. D'accord? Consommation d'énergie fossile, c'est quoi? Ça balance des tas de trucs, là. Dont une partie, on verra, une partie qui est piégée dans l'atmosphère. C'est celle-là qui nous embête, là. Ça fait monter la température. Mais il y en a aussi une partie qui se retrouve piégée dans l'océan. Donc l'océan, il monte en température et en acidité, d'ailleurs, parce qu'en bouffant le CO2, il monte en acidité. Et donc, dans ce truc-là, depuis 50 ans, c'est contenu dans l'océan. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis 92, en fait? On a lancé un truc, un satellite, qui regarde la hauteur de l'eau. Ça, c'est une planche qu'on a présentée à la COP 21. En fait, la montée des eaux, 7 cm. Et ça, c'est lié à simplement la montée en température, mais pas que. La montée en température, quand vous regardez d'où ça vient, ce truc-là, en fait, ça, c'est une mesure. Et d'où ça vient? Alors, c'est une mesure qui n'est pas homogène sur toute la planète, là. Il y a des endroits où ça monte et des endroits où ça descend, mais en moyenne, ça fait 7 cm. Et en fait, pourquoi elle monte? Il y a 50%, c'est la fonte des glaces, en fait. La fonte des calottes polaires. Et le reste, c'est aussi la fonte, il y a les eaux continentales, c'est aussi de la fonte de glace. Et puis, il y a le réchauffement lui-même de l'océan. Donc, il y a un tiers de tout ça, c'est lié au réchauffement lui-même de l'océan qui garde cette température. Le reste, c'est le réchauffement de l'atmosphère qui fait fondre les glaces. Alors, quand on regarde l'océan, on mesure ce truc-là. On a aussi un point qui est important, c'est que ça nous permet de faire les courants marins. Et vous avez des gens qui donnent les courants marins tous les jours, non seulement le passé, mais qui se projettent comme dans la prévision météo. C'est-à-dire que dans les courants marins, vous avez aussi des tourbillons, vous avez des échanges, vous avez des tas de trucs. Donc quand vous connaissez la hauteur d'eau, vous arrivez à modéliser le courant marin. Et vous le modélisez pour aujourd'hui, vous le modélisez pour demain. Et donc les gens disent quel est le courant marin qu'il y aura demain, il sera comment et comment il va évoluer. Et ça, c'est Mercator Océan qui fait ça. Et ces données-là sont maintenant complètement disponibles et accessibles au grand public, hein, puisque c'est un service de la Commission européenne, Copernicus. Un truc où c'est un modèle que la Commission européenne a mis en place. Et alors, ça optimise les routes de navires, ça fait économiser des trucs, mais ça ne fait pas que ça fait aussi les zones chaudes et froides de l'océan. Et où se trouvent les poissons? Souvent, ils se trouvent juste à la frontière, en bordure de... Donc, on sait où sont les poissons. Et là,
ça aide les pêcheurs, mais ça aide aussi les surveillants de la pêche. Et donc les gens qui sont équipés de ces trucs-là sont tous surveillés avec des puces pour essayer de savoir, pour contrôler en fait l'océan. L'océan est un des rares endroits qu'on est en train de détruire à une vitesse extraordinaire, mais sur lequel on commence à y mettre un contrôle sérieux, et notamment depuis l'espace. Alors, on observe la Terre, mais on essaie de la protéger au mieux. Donc on a vu l'atmosphère, l'océan et la végétation. Pourquoi? Parce que le système Terre, c'est un système complexe. Que je disais, ça va se compliquer de plus en plus, là. On génère des trucs qui montent des émissions. On émet des trucs. Et cette émission, elle, depuis la chimie, et puis depuis les gaz à effet de serre, et puis tout ce qu'on crame et qu'on met dans l'atmosphère. Et il y a aussi les volcans, il y a aussi ces trucs-là. Ça fait des aérosols. Les aérosols, c'est les petites particules qui sont dans l'air. Et ça fait un espèce de cycle. On peut dire le cycle du carbone, si vous voulez, et c'est absorbé par la végétation et absorbé par l'océan. Et tout ça, ça tourne, et ça fait un modèle compliqué qui est le modèle climatique. Et pour essayer de le mesurer, tout ça, et de le donner, on est obligé, alors ça c'est une image du GIEC qui avait été présentée, on est obligé de faire des tas de mesures. Et toutes ces mesures sont répercutées. Alors, lisez pas tout, là. Ça, c'est un extrait de ce qu'il y a dans les tableaux du GIEC pour dire qu'il faut faire des mesures à la fois dans l'atmosphère, dans l'océan et sur Terre. Et que tout ça, c'est les températures, c'est la salinité, c'est les compositions chimiques, c'est un tas de trucs. Et dans ces mesures, il y en a 26 qui sont mesurables que depuis l'espace. Donc, en fait, les satellites, ils servent à bien mesurer tout ça et à fournir des informations. Mais alors, c'est pas depuis longtemps, hein, puisque je vous ai dit, le premier satellite qu'on a fait, l'altimétrie 92, donc en fait, on est en train de regarder tout ça que depuis quelques décennies. À l'échelle d'un climat, c'est ridicule, hein, c'est rien. Alors, on regarde un truc, là, je vais faire que le CO2, parce que sinon, le CH4, le N2O, ça va vous perturber. Le CO2, c'est le plus connu, c'est celui qui est le dioxyde de carbone. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant des milliers d'années, on avait un truc qui était stable, qui était les échanges tranquilles, hein, entre la végétation, l'atmosphère, machin, c'était équilibré. Et puis là, on part en exponentielle sur la consommation de CO2 liée à l'industrialisation, liée au monde, donc à la présence de l'homme. Et cette partie CO2, c'est vraiment le plus gros truc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça tourne en puits et sources. Les sources de tout ça, c'est les émissions, c'est les déforestations. Quand c'est lié à l'homme, hein, je prends que ce qui est lié à l'homme, je prends la partie extraite homme. Ça va où ça? La moitié à peu près, bah, ça reste bloqué dans l'atmosphère. Ça augmente les gaz à effet de serre. Le quart, ça va dans l'océan. L'océan est capable de l'absorber. Et le reste, c'est la végétation. Le problème, c'est que quand on a regardé ça pendant des années, on a regardé se passer, on a mis le film à l'envers, là, et pendant des années, bah, tout ça s'équilibrait comme il faut. Et puis, bah, l'océan, il arrive à la saturation de ce qu'il sait faire. Il ne peut pas faire tellement plus que le quart de ce qu'on génère dans le truc. La végétation, alors la végétation, c'est sacrément variant, hein. Il y a des fois où ça en prend la moitié, le quart, et puis des fois, ça prend pratiquement rien. Et pourquoi ça? Parce que la végétation, en fonction de tas de trucs, il y a des phénomènes qui sont sur la planète liés aux montées de température, qui sont liés aux grands phénomènes climatiques comme ce qu'on appelle les El Niño. Tout le Pacifique, c'est un énorme truc, ça, le Pacifique. Le Pacifique, vous avez des courants d'air chaud qui vous arrivent d'un côté, des courants qui vont dans l'autre sens. Quand vous avez un courant d'air chaud qui va vers le El Niño, qui va vers les Amériques, en fait, vous avez une sécheresse énorme en Indonésie. Et là, vous avez des feux de forêt absolument gigantesques. Quand vous avez le El Niño qui est plus fréquent, hein, le El Niño qui est plus fréquent dans l'autre sens, vous avez plein de pluie en Indonésie, donc il n'y a pas de feu de forêt, mais il fait très sec en Amérique latine. Et quand c'est le El Niño, en Amérique latine, il pleut des trombes, ils ont des catastrophes avec des inondations, des trucs et des machins, et de l'autre côté, il y a des feux de forêt. Donc les grands feux de forêt, les grands phénomènes climatiques bouleversent complètement la capacité de la végétation absorbée, mais à l'échelle planétaire. Et qu'est-ce qui fait le tampon, là? Ben, c'est l'atmosphère, qui garde ce qui reste, quoi. Hein, qui garde ce qui reste. Donc ça, c'est un petit peu... alors tout le monde, c'est une prise de conscience que les gens ont maintenant, à part peut-être certains, aux États-Unis, je ne nommerai pas, mais globalement, il y a quand même des choses à faire. Il faut essayer de regarder ça, bien le comprendre, le modéliser, l'extrapoler, etc. Alors le GIEC, il fait ça là, depuis des années. Alors c'est vachement compliqué leur truc là. Je vous donne une idée. On met des avions au-dessus de l'Atlantique.
ils partent tous à peu près vers midi. Ils vont vers les États-Unis, là, l'Europe vers les États-Unis. Ils mettent une espèce de couverture nuageuse quasi artificielle. Quand le soleil arrive sur ça, le bilan radiatif de cet phénomène-là, Atlantique Nord, eh ben, il refroidit la Terre. Puisque le soleil, le bilan radiatif du soleil ne va pas jusqu'au sol. Sur la zone atlantique, on voit que ça refroidit. Au moment où tous ces avions passent, c'est des milliers. Hein. Et quand ils vont dans l'autre sens, ils le font plutôt de nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Quand vous mettez une petite couverture nuageuse, comme je vous l'ai dit, il fait plus chaud. Donc la nuit, ça réchauffe, le jour, ça refroidit. Et on le voit hein, sur les mesures de l'Atlantique. La seule chose, c'est qu'ils génèrent plein de CO2. Le bilan carbone des voyages de tous ces avions, ça génère du CO2. Mais le CO2, il ne reste pas sur place sur l'Atlantique, il y a les vents qui les embarquent partout. Et ça vous fait un bilan global qui, lui, va dans le sens de monter. Mais à 2 doigts près, il allait vers descendre, même avec l'activité humaine. Donc quand vous prenez tous les modèles, il y a 42 modèles climatiques dans le monde. 42, parce qu'il y a 42 équipes scientifiques de premier rang, sélectionnées par les meilleurs. Donc il y a tous ces gens-là, ils regardent quoi? Les données spatiales, les machins, les trucs au sol, ils lancent des ballons, ils font des tas de trucs. Ils ne font pas que des mesures en satellite, ils mettent aussi des tas d'informations sur les avions. Hein. Vous avez les avions, ils ont des informations météo. Et ils prennent tout ça, ils mettent ça dans leur modèle. Ils font tourner la machine. Et alors il y en a qui sont spécialistes de la chimie, d'autres qui sont spécialistes des échanges physico-chimiques, atmosphère, océan, d'autres qui sont plutôt sur les aérosols, les petites particules, là, tout ça. Et puis on a mis tout ça dans la moulinette, là, avec les gens du GIEC, là. Ils se cassent la tête hein, quand même. Hein. Si je vous expliquais un petit peu les modèles climatiques, je pense que j'y ai mis un temps fou à y comprendre rien que les écarts types de leur bazar. Bon, ceci dit, on en sort 3 là, et là, c'est sorti les planches qui sortent. Et donc vous avez le min, le moyen, le max. Et donc vous avez la montée qui va tous au-dessus de degrés. Ça peut aller jusqu'à 5 en 2100. Donc, et qu'est-ce qui se passe là, ces phénomènes-là? C'est que là, j'ai fortement simplifié des planches, des trucs. C'est que on se place, on arrête tout là aujourd'hui. On arrête tout, on ne génère plus rien. Bon, mais ça ne va pas s'arrêter. Le CO2 est toujours là, puisqu'il en a pris plein dans la truc. Donc il y en a 20% qui va rester pendant 1000 ans. C'est une constante de temps très longue, le CO2. C'est pas comme le méthane. Hein. Le méthane, il ne reste pas dans l'atmosphère très longtemps, il se dissocie. Par contre, il se dissocie avec l'oxygène. Enfin, le méthane, c'est. Alors que le CO2, lui, alors. L'atmosphère de Mars, c'est 90% de CO2. D'accord? Stable, 7 millibars, il n'y a pas beaucoup de pression, mais c'est 90% de CO2. Bon, ça va rester 1000 ans, ça. Donc pendant encore un paquet de temps, tout ça, ça va perturber, ça va augmenter les gaz à effet de serre. Et donc les températures peuvent monter. Et si ça monte de 4 degrés, tiens, je l'ai pas mis là, mais si ça monte de 4 degrés, en fait, le Groenland, il va fondre. Et si le Groenland fond, il y a 7 mètres en moyenne d'eau en plus sur la planète. Bon, ceci dit, la Terre, elle s'en fout complètement. Hein. La Terre. C'est qui ça qui est perturbé? C'est les écosystèmes. C'est la vie sur Terre, c'est pas la planète. La planète, elle a vécu des périodes de glaciation là, absolument gigantesques. Il y a 20 000 ans, il y avait une glaciation telle que l'humanité, l'espèce humaine était réduite à quelques milliers. Si j'en crois les anthropologues. Hein. Et il y a 10 000 ans, en fait, quand il y a eu la fonte de la dernière glaciation, l'eau est montée de 120 mètres. Ça, en fait, on allait à pied en Angleterre. Hein. Pas de problème. Hein. C'est 30 mètres la Manche. Donc, il y a plein d'endroits où c'était. Donc là, 120 mètres. On a eu. Mais les 7 mètres, là, le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait personne. Mais maintenant, il y a des milliards de gens. Ils sont où? Alors, quand on regarde depuis l'espace, hein, on se rend compte qu'ils sont près de là. Alors, il y a des planches aussi qui sont près des côtes, là. Il y en a qui sont près des côtes. Et alors là, vous pouvez le faire tout seul, là. Hein. Vous zoomez sur Google Earth, là. Et regardez un petit peu autour de la Méditerranée, là. C'est incroyable. Les gens, ils sont à moins de 10 mètres d'altitude. Et donc, tout ça, ça ferait des réfugiés climatiques absolument dément. Alors, les gens, ils ne cherchent pas à aller partout. Hein. Ils aimeraient vivre là où ils sont. Hein. Bon, ça, c'est côté Amérique, c'est aussi net aussi côte est et côte ouest. Alors, ça va? Continue. Ah non, mais attends, je n'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini.
Non, simplement, j'ai voulu vous faire un point extrêmement plus précis sur la partie de l'état de la planète, tel qu'on peut le voir en faisant des mesures et en regardant la suite. Mais les satellites, vous en utilisez à peu près 30 par jour sans le savoir. Et c'est normal, parce que ça fait partie des infrastructures classiques. Alors pour la navigation, pour les télécommunications, pour un tas de trucs. Ça sert aussi même aux financiers. Il y a des financiers dans la salle. Ça sert aussi aux financiers, puisque les dates de valeur, on synchronise avec des horloges atomiques qu'on a mis autour de la planète, et en fait, on synchronise les ordinateurs. Et on les synchronise à la microseconde. Et on n'a qu'utilisé ça pour faire des modèles financiers à la milliseconde. Ils ne sont pas encore à microseconde, mais ça va venir. À la milliseconde, ils vous font, vous savez, les modèles de montée de valeur, les baisses de valeur, des dates de valeur. Là, quand vous envoyez un truc, vous avez une date de valeur, etc. C'est à la milliseconde que c'est daté dans le monde. Alors, la valeur qui monte, la valeur qui descend, c'est fait comme ça. Alors, il y a des tas de modèles mathématiques pour essayer de gagner de l'argent au moment où ça passe. Bon, autant dire, ce n'est pas économiquement très réaliste, hein, mais ça n'empêche que c'est synchronisé par des satellites. Alors, il y a des trucs qui sont plus... Je dirais que vous utilisez plus fréquemment, comme les télécommunications. Alors, les télécommunications, vos téléphones portables, ils n'utilisent pas trop les satellites, sauf quand vous faites des liaisons intercontinentales et des trucs comme ça. Mais à petite échelle, ça reste avec les répéteurs au sol. Tout simplement parce que la forme d'onde GSM n'est pas compatible avec notre truc. Bon. Et puis, vous avez la navigation et le positionnement. Bon, ben ça, maintenant, c'est utilisé partout. Ça a été fait par les militaires au début, hein, le GPS américain. Et puis maintenant, vous avez Galileo, vous avez des tas de systèmes qui existent, GLONASS en Russie, qui vous permettent de localiser à peu près tout. Et demain, tous les objets sont localisés. Tous les trucs sont localisés. Et l'utilisation de la localisation par satellite se fait lorsque vous faites des grands déplacements. Et puis, c'est tellement mis au point maintenant que vous localisez n'importe quel objet dans un hangar. Amazon sait déjà exactement où sont les objets dans son hangar, comment ça marche et exactement comment ils bougent à chaque instant. Et tout le devenir un peu qu'on dit numérique, etc., c'est d'avoir toutes ces localisations en permanence. Je ne sais pas trop, après derrière l'évolution que ça fait, on verra comment ça tourne dans la société. Et puis ça sert aussi à faire des recherches et sauvetages. Imaginez que les gens, à une époque, quand ils étaient perdus, ils n'avaient aucune communication ni rien, alors que maintenant on sait les localiser, on sait les retrouver relativement simplement. On dit ça, mais il y a quand même eu des catastrophes où on ne sait toujours pas où est le Malaysian Airlines 370 quand même. Hein. Donc il y a de temps en temps, du fait des millions d'événements, un événement qu'on n'arrive toujours pas à localiser. N'empêche que sur la grande majorité, on sait le faire. Et partout. Et l'autre point, le dernier point que je voulais voir avec vous, alors ça, c'est simplement pour l'orbite géo, les télécommunications, si vous donnez une petite image. Puis ça, c'est les fameux 450 satellites sur l'orbite géostationnaire hein, qui sont tout autour. Alors, il y a des endroits un peu plus occupés que d'autres, hein, parce que ça intéresse plus les liaisons transatlantiques au-dessus du Pacifique. Hein. En gros, Hawaï n'est pas très couvert. Et puis, vous avez la défense. Alors, la défense, c'est intéressé au spatial depuis le début. Alors, l'espace n'est pas militaire. On n'a encore personne qui a fait la guerre des étoiles. Sauf les Chinois qui ont réussi à dégober avec un missile un satellite à 800 km, mais c'était leur satellite. D'accord ? On n'a encore jamais un missile qui a été tapé sur un satellite exprès pour le faire sortir. Ça ne s'est jamais fait. Mais c'est écrit nulle part qu'il ne faut pas le faire. Hein. Quand les Chinois l'ont fait, on les a engueulés parce que ça nous a fait des débris partout. Des débris dans l'espace. Et donc, mais le fait d'avoir l'espace n'est pas militarisé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des satellites de défense pour observer en dessous, faire de l'espionnage en fait, hein, savoir où sont les autres. Est-ce que par hasard, M. Poutine a mis des chars au bord de la Crimée ? Bon, bah, vous allez voir, quoi. Puis vous les voyez, évidemment. Et donc, quand il dit non, bah, ok. Est-ce que par hasard, bon, passons, il y a des trucs politiques avec l'Irak, etc. Et donc, on avait des tas d'informations. C'est le renseignement. Ensuite, vous avez des communications. Sachez que vos communications avec vos portables, vos trucs et les machins, c'est totalement, vous vivez dans un monde de verre. Vous vivez dans un monde de verre. C'est-à-dire, si on veut le savoir, on sait exactement ce que vous avez fait. Alors, il y a la police qui peut faire ça. On espère qu'il n'y a que la police, quoi. Et même avec vos portables, mais avec vos fixes. Une porte ADSL, là, vous avez un modem ADSL est complètement connecté. Même quand vous avez éteint l'ordinateur qui est derrière. Si la boîte est allumée, vos Livebox et autres Dartybox, là, si elle est allumée, elle est écoutable à distance. C'est exactement ce qu'il y a dedans. Exactement ce que vous avez fait. Donc tout ça, c'est
La défense qui a fait ça. S'il y a eu l'autorisation d'Internet, ne croyez pas que c'était pour la liberté du monde, là. Hein. C'était pour surveiller le monde. C'est très clairement, ça a été fait comme ça. Et l'autorisation que Alcatel a eue pour mettre les fibres optiques ADSL, c'est parce qu'il y avait la porte arrière dans tout le modem. Tous les modems sont accessibles. Alors au début, ça sert quand même, ça sert nettement moins à faire de l'espionnage qu'à aller réparer les systèmes qui ne marchent pas. C'est-à-dire que quand vous avez des modems, comme les modems sont mis en place, vous pouvez en fabriquer. Hein. Vous pouvez aller chercher un modem ADSM, vous fabriquez votre Livebox, hein, c'est pas compliqué. Hein. Eh bien, c'est compliqué au niveau de la façon dont ça marche parce que c'est très très complexe, les multiporteuses, etc. Mais une fois que vous avez votre boîte, là, vous l'avez, et vous l'avez construit par rapport à un schéma. Et dans le schéma, il y a une possibilité d'aller le lire à l'extérieur, de loin. Et si ça ne marche pas, la plupart du temps, c'est parce que vous avez des problèmes de filtre et de diaphonie sur les lignes. À distance, moi j'ai regardé le PC de sécurité de ce truc-là européen, à distance, on est capable de vous dire que vous avez mis en route un fer à repasser. Hein. Et donc, vous êtes dans un monde ouvert. Sachez-le, c'est pas bien gênant, ce que vous faites tout à fait. Et tout le monde s'en fout en fait. Hein. Tout le monde s'en fout de ce que vous faites, sauf vous peut-être, mais tout le monde s'en fout, sauf le jour où il y a des gens qui veulent chercher. Quoi. Et quand il y a des gens qui veulent chercher, à une époque, vous aviez le barbouze qui allait piquer dans la boîte aux lettres votre truc avec une pince à linge. Bon, maintenant, il n'a pas besoin de se bouger. Hein. C'est exactement tout ce que vous avez fait. Quoi. Et donc c'est complètement transparent. Alors les militaires, ils n'aiment pas ça. Hein. Alors, ils ne vont pas aller se faire des liaisons de défense écoutables par n'importe qui. Donc, on a des satellites particuliers qui permettent de faire des communications totalement sécurisées, de point à point. Toutes les informations doivent être connues. C'est pour ça qu'on fait aussi des satellites de reconnaissance de ce qui se passe. Parce qu'une image, c'est trafiquable comme vous voulez. Vous avez déjà joué avec Photoshop et des trucs comme ça. Donc, en fait, quand vous avez une information qui arrive, non seulement la communication, vous voulez la protéger, mais aussi l'information que vous transférez. Donc, vous faites une image d'un truc pour la défense, il faut qu'elle soit transférée sans être bidouillée par quelqu'un. Et donc, il faut des liaisons totalement protégées, brouillées, machin, avec un canal particulier, vous l'avez dessus, vous avez votre récepteur, et vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été piraté ça en passant parce que vous êtes passé sur Internet quelque part. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de liaisons que vous, en tant qu'individu, vous êtes capable de mener comme ça. Donc, la défense le met en place. Et je crois que c'est indispensable. C'est indispensable. Parce que ceux qui regardent le plus, c'est quand même les autres pays. Qui c'est qui a les moyens d'aller écouter tout le bazar là? Ce n'est pas 3 hackers dans un coin. Hein. C'est des mecs vachement coordonnés. Hein. Donc la seule solution pour le sachant, c'est de se créer ces systèmes protégés, anti-brouillés, etc., etc. Donc la défense fait ça et on lui donne les moyens. Parce que depuis l'espace, c'est quand même le plus simple. Hein. Il n'y a guère que l'atmosphère qui perturbe, dans l'ionosphère, il y a des trucs qui perturbent. Donc la défense fait ça en application. Et alors j'avais... Attends, j'ai pas fini. Hein. Je suis bavard. Hein. Et alors, une fois qu'on a vu tout ça, observer la Terre, ça sert à quoi? Très clair, c'est à protéger notre berceau. Quoi. Et alors je fais des fois des conférences, pas de bol, elles durent 3 heures, sur il n'y a pas de plan B. Pourquoi? Vous avez vu notre petit système solaire. Si moi je suis à 1 mètre du Soleil, ça c'est le Soleil, moi je suis la Terre, je suis à 1 mètre du Soleil. Le système solaire, il tient dans la pièce. D'accord? Et bien dans ce petit système solaire qui tient dans la pièce, on est à tout près de Mars. Tout près de Mars. Eh bien Mars, pour y aller, on met 6 mois. Pas tout près quand même. Hein? Puis Mars, c'est pas habitable, rien. Pour le rendre habitable, on va pour des milliers d'années. La première étoile, elle est où d'après vous? Dans notre galaxie. Elle est à 4 années-lumière. Proxima du Centaure. Proxima, c'était la mission de Thomas Pesquet. Là. Proxima du Centaure. 4 années-lumière. Elle est où? Si je suis à 1 mètre du Soleil. Là. Elle est à 256 km. Elle est où? Elle est à Toulouse. Quand je suis à Bordeaux, je dis Toulouse. Quand je suis à Toulouse, je dis Bordeaux. Quand je suis à Paris, hein, d'accord? Donc, elle est à Toulouse, la première étoile. Et c'est vide entre les deux, il n'y a rien. Que dalle. Pas une étoile. Vous savez combien de temps on mettrait là, avec nos technos là, pour aller sur cette étoile? 50 000 ans. Techno d'aujourd'hui. Hein. Alors après, on peut avoir des technologies qui poussent, avec des trucs ioniques, là, qui poussent pendant je ne sais pas combien d'années. Hein. C'est avec 100 tonnes de nucléaire, là, on y arrive, on arrive au 10e de la vitesse de la lumière, donc on mettrait 40 ans. Mais ça, on ne l'a pas. Et l'énergie de ce truc-là, c'est l'énergie de toute la France dans un an, qu'on mettrait sur une machine. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas la techno pour essayer d'aller en 40 ans sur la première étoile. Donc, elle n'existe pas. Donc, on est condamné à ce qu'on appelle l'enfermement planétaire.
Mais c'est pas bien grave, hein. Faut pas se dramatiser, hein. C'est quand même super la planète Terre. Super belle, super bien, et on y vit bien, on y travaille, pourvu qu'on fasse un peu de précaution, quoi. Donc on est un peu condamné à vivre là-dessus et à vivre à nombreux. Et donc j'ai mis entre guillemets là, le développement durable. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, hein, que de savoir protéger notre berceau, sinon on y va droit dans le mur. Donc je peux encore continuer des heures si ça ne vous intéresse pas, si ça vous intéresse, mais le mieux c'est de répondre à vos questions, comme ça permettra d'éclairer les aspects que vous avez plus en tête. Et merci de votre attention, hein. Je voulais savoir si vous avez eu entre vos mains les images de Tchernobyl et de Fukushima. Oui. Alors, Tchernobyl, je les ai eus après. Alors, Tchernobyl, on nous a raconté des trucs comme quoi les frontières allaient arrêter les radiations. J'espère que plus personne ne croit ce genre de truc ici, quoi. En gros, avec les courants et l'atmosphère nous en a envoyé. Donc, on a vu les images de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est bien plus conséquent que Fukushima, quoi, au terme de ce qu'on voit autour dans la végétation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, je ne suis pas rentré dans tous les détails d'une image, mais la radiométrie d'une image, la luminance qui est renvoyée par une image, quand ça renvoie la lumière, on arrive à voir la végétation dans quel état elle est, si elle manque d'eau, si elle a trop d'eau, si elle est morte, quoi, etc. Eh bien, autour c'est sur des surfaces énormes. Tchernobyl, ça a été vraiment une énorme catastrophe. Ouais, j'ai vu ces images, ouais. Ouais. Mais c'est frappant. Mais ce n'est pas plus frappant que la déforestation au Brésil, hein, vu de l'espace, hein. Au Brésil, on déforeste de façon extrêmement rapide. Oui. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le graphique avec l'évolution des températures? Je n'ai pas très bien compris. C'était des scénarios possibles avec les codes couleurs Alors les codes couleurs, c'est des modèles. C'est un truc du GIEC, hein. Il suffit d'aller sur Internet, sortir le rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, c'est ça là. Alors, qu'est-ce qui fait? Tout ce qui est noir, c'est le passé. Donc c'est l'histoire passée, quoi. On fait les mesures. Et puis on a un point donné là, et à un point donné, on regarde comment ça peut évoluer. Alors les différences entre les modèles. Il y a au début, ils sont tous un peu pareils. Parce que les modèles commencent à diverger, plus on s'éloigne du point où on est, plus ça diverge pour très peu. Parce que vous connaissez l'histoire du papillon, là. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un qui bouge et ça fait changer toute l'aérologie, toute la dynamique. J'ai une image qui est plus facile que ça. Si vous mettez en haut d'une montagne, vous lâchez une bille, vous lâchez 2 billes, elles ne vont pas avoir la même vie, hein. C'est-à-dire qu'il y en a une qui risque de partir à gauche, l'autre de partir à droite, pour un tout petit truc au départ, pour un tout petit machin qui va la pousser à gauche ou à droite. Et là, l'histoire va être différente. Il y en a un qui va partir dans une vallée, l'autre dans une autre vallée. Il y a une histoire fabuleuse qui a eu lieu, c'est un container qui a perdu des petits canards de baignoire. Le container, il a perdu ça au large de l'Afrique. D'accord ? On a trouvé des petits canards du même container dans le monde entier. D'accord ? Ils sont tombés au même endroit. Okay, avec les vents, les courants, les machins, les bidules, on pourrait dire qu'ils se suivent. Ben non. Okay, donc, qu'est-ce que font les modèles de prédiction vers le futur? Ils regardent la physique des phénomènes. Et alors, les phénomènes, il y en a partout, hein, comme j'ai vu, les avions, les machins, les bidules. Il y a des projections aussi sur la consommation de gaz à effet de serre, la consommation fossile. Les prévisions sur la consommation fossile, si les gens suivent la COP21, si les gens ne la suivent pas. Si, par exemple, en Europe, on arrête toutes les centrales thermiques. Alors, le grand débat qu'il y a en ce moment, c'est que ce qui est vachement bien pour le climat au sens CO2, bah, c'est quand même le nucléaire, quoi. Et le nucléaire, il a d'autres défauts. C'est-à-dire que les mecs, ils ne savent pas quoi faire des déchets, quoi, pendant un moment. Donc, il y a des vrais débats, là, mais qui sont à la fois sociétaux et à la fois techniques. Hein, d'accord ? Donc, les points de divergence entre ces modèles, c'est... Au début, c'est à peu près la même chose parce qu'on est sur l'acquis, sur ce qui c'est la projection de ce où on est. Puis après, il y a celui qui dit ben, moi, je suis la COP21, c'est le bleu, là. Et je ne suis pas la COP21, je continue tel que je suis. Alors, on fait, toutes les semaines, il y a une centrale thermique qui s'ouvre en Chine. D'accord ? Alors, si on continue comme ça fait quoi ? Si jamais il y a aussi les projections de l'Inde.
Quand on regarde les consommations de CO2, là, c'est parti comme ça. Et la Chine est partie comme ça depuis elle moins de temps que les autres. Partie après tout le monde. Mais comme ils sont 1,3 milliard, d'accord. Et s'ils se mettent tous à consommer comme les Américains, c'est la courbe du haut, là. C'est-à-dire que si la Chine consomme comme les Américains, on a la courbe du haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils consomment comme les Américains à Shanghai, à Hong Kong, à Pékin, mais le reste des Chinois, non. Mais imaginons. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer à ces populations-là? Vivez surtout dans votre petite cahute, là, et puis surtout, consommez rien. Non, c'est pas raisonnable. Il faut arriver à les mettre à avoir du développement, mais durable. C'est-à-dire qu'on le pense, mais qu'ils le pensent pour eux-mêmes. Les Chinois, ils commencent à être un peu conscients de ça, parce que chez eux, une telle pollution, là, à Pékin, là, pour ceux qui ont été, c'est gigantesque. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Mais pas tous, on n'est pas vraiment conscient de ça. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à ce qu'il y ait des populations qui vivent mieux, mais sans pour autant se mettre à faire les mêmes trucs que ce que peut faire l'Américain moyen, qui se fait la clim l'été à 19 et qui chauffe à 24 l'hiver. Quoi. D'accord. Enfin, je critique peut-être trop les Américains, mais c'est ça les différences. D'accord. Et c'est pour ça que ça diverge après. C'est pas au début, mais assez vite, quoi. En fait. D'autres questions? Oui, on comprend bien comment les satellites peuvent restituer les quantités de CO2, de méthane éventuellement dans l'atmosphère. Mais comment fait-on pour le passer? Parce que ce qui s'est passé en 1900, avait-on les moyens à cette époque-là de mesurer la répartition? Les courbes comme ça, là, qui sont les courbes du passé, c'est des courbes qui ont été faites aussi avec des cartes. Ah non, je suis parti dans le mauvais sens. C'est des courbes qui ont été faites avec le carottage. Il y a des trucs où on voit ce qui s'est passé dans le passé. C'est comme quand vous coupez un arbre, vous voyez l'humidité qu'il y a eu avec les écarts, etc. Donc le film passé, il est fait à travers tout ce qui est fossile, en fait. Tout ce qui est resté dans l'état depuis un certain temps. Alors il y a des endroits qui emmagasinent. Alors, la glace emmagasine pas mal, hein, mais il y a aussi la végétation. Et donc, on sait remonter. Et typiquement, on est nettement moins polluant par individu que c'était au début du XXe siècle vis-à-vis du charbon. Rappelez-vous les problématiques. C'est génial, c'est pour ceux que ça intéresse les petits jeunes. Là, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Mais au début, à Londres, les mecs, ils ne voyaient même pas. Ils avaient le fog, là. Ils ne voyaient même pas leurs pieds, là. Non, mais c'était une pollution invraisemblable. Et à Paris, la problématique, quand on regarde les députés et puis les débats à l'Assemblée nationale, c'était le crottin de cheval. Il fallait évacuer le crottin de cheval. C'était la problématique, l'enfer. Qu'est-ce qu'on faisait du crottin de cheval? Mais ça générait du méthane comme pas possible, tout ça. Là, il fallait voir que les gens étaient dans un environnement, en ville, plus pollué qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas pollué. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas le même type de pollution. C'est pas le même type de pollution. Je suis... Pour ma part, quelqu'un d'un petit peu optimiste, peut-être trop, je reconnais. Mais je trouve que quand on a pris conscience de quelque chose, on met l'énergie pour éviter que ça continue. On a pris conscience depuis un certain temps qu'il est absolument aberrant de permettre de déforester tout l'écosystème du monde, parce que le problème sur la planète, c'est la vie. C'est pas le reste de la planète s'en fout, elle continuera. Et puis il y a plein d'énergie sur la planète. C'est pas le problème énergétique. La planète a plein d'énergie. Vous avez le plasma interne encore, vous avez le soleil, vous avez les vents, vous avez tous ces trucs-là. Il y a plein d'énergie sur notre planète. Le problème n'est pas là, c'est de l'utiliser comme il faut, intelligemment, et arrêter de prendre que du fossile. Il faut que le fossile soit utilisé, mais à bon escient, et pas brûlé bêtement. Parce que quand on brûle, on fait tous ces phénomènes-là. Et l'humanité a quand même réussi à le faire, et moi j'y ai contribué entre guillemets. On a lancé des tas de ballons pour l'ozone, le fameux trou d'ozone. Lors de l'accord de Kyoto, on a dit on arrête les CFC. Les CFC, il y avait tous les gens, ils avaient les vaporisateurs au fluor, là, mais ils mettaient des gaz là, pour vaporiser les petits pipchits là, pour faire des parfums. Vous n'avez même pas connu ça, là. C'était en 92. Ça. On a lancé des tas de ballons, vous voyez des trous d'ozone incroyables. Le vortex polaire était cassé. Le vortex polaire, c'est ce qui fait tourner les vents au-dessus des pôles sud et nord. Et il y avait des trous, ça partait dans l'espace, ce truc-là. Et on allait se prendre des rayonnements. Et qu'est-ce qui faisait ça? C'est les petits cheats, là. C'est pas tellement qu'on en voyait plein, c'est que chimiquement, ça cassait l'ozone. Chimiquement. Donc on avait balancé des trucs qui, chimiquement, commençait à perturber, à foutre en l'air notre atmosphère. On a dit stop.
Maintenant que vous appuyez bêtement sur le pulvérisateur que fait Pchit, c'est bêtement de la pression que vous mettez à l'intérieur, l'impression qu'il ressort. Mais avant, on mettait des gaz sous pression là-dedans. Et ces trucs-là, ça a été arrêté, mais dans l'espace de 10 ans. Et ben, la couche d'ozone, elle est revenue en 10 ans derrière. Donc, si on fait un petit peu, on prend des précautions, peut-être. Donc le film passé, l'histoire du passé, on l'a à travers tous les 40 ans. On arrive à se le faire jusqu'à maintenant. Après, c'est les modèles. Alors là, ça se discute. Il y a des gens qui... Il faut voir, hein. J'ai assisté à 3 discussions. C'est fabuleux quand même. Hein. C'est pire que quand je fais la détermination de quel est l'instrument qu'on va mettre demain pour aller regarder l'énergie noire dans la... Et là, c'est déjà compliqué, mais c'est ahurissant. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de phénomènes. Alors, il y a des spécialistes de tout bord, quoi. C'est de l'interdisciplinarité extrêmement forte, ce truc. Et pour arriver à se mettre d'accord, c'est compliqué. Pour arriver à se mettre d'accord à plusieurs, là, avec plein de gens. Regardez ça. Et donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent à quelles sont les solutions. On le voit pour l'atmosphère, on le voit, ça commence à démarrer pour l'océan. Là aussi, il y a des gens qui sonnent de l'alarme sur l'océan. Pas que pour des raisons de température, pour des raisons de pollution, pour des raisons des plastiques, pour des raisons de tas de trucs. Et on peut aussi dire, par rapport à l'écosystème végétal, c'est extrêmement fragile parce que l'écosystème végétal est sensible plus rapidement que nous à l'élévation de température. Dès qu'on monte en température, la capacité des végétations, ça change. Vous aurez dans peu de temps des vignes qui vont faire concurrence à Bordeaux, à Lille. Rien que pour des questions de température. Vous ne les aviez pas aujourd'hui parce que le climat n'était pas adapté, donc ça n'allait pas du tout. Mais vous allez avoir les vignes qui vont remonter. C'est à tous les coups. Donc je ne dis pas pour les gens qui font du vin ici, mais ils n'ont plus qu'à monter dans le nord. Mais c'est simplement, il faut savoir que ça change énormément. Et ceux qui ont fait de la montagne et tout, moi j'ai fait pas mal de montagne quand j'étais jeune, je suis retourné, les glaciers, mais il n'y en a plus. Vous avez sur les glaciers, le Rhône, là, les glaciers des sources du Rhône, il n'y a plus de glaciers. J'ai des images, mais je les ai masquées parce que j'en ai... Donc c'est extrêmement... c'est visible, quoi. C'est visible. Alors, la première marée motrice, ça a été la Rance. Ça a été... bon, c'est pourquoi on n'utilise pas la mer. Il y en a qui utilisent la mer, hein, quand même, hein, qui utilisent un petit peu, mais enfin, c'est marginal. L'usine marémotrice, la première en France, c'était sur la Rance, là. Et au début, les gens se sont très, très mal démerdés dans ce truc-là, parce qu'il y avait un coût de maintenance, donc le kilowatt était extrêmement cher, du fait de la maintenance des turbines qui se dégradaient avec l'eau salée, quoi. Et donc, ils ont trouvé, là, avec des matériaux composites là, qu'ils ont mis, maintenant, ça commence à avoir un peu une rentabilité qui va bien. C'est une question, tout ça, de rentabilité. Il ne faut pas se tromper. Quand vous avez le pétrole en Arabie Saoudite, vous faites un trou, vous avez du pétrole, vous n'allez pas vous embêter, allez chercher le pétrole au fond de la mer, ou je ne sais pas où. Et ça vous donne l'énergie tout de suite. C'est ce qui s'est passé. Et donc, l'usine marémotrice qui fournissait l'électricité, entre ça et puis une usine thermique... à l'époque, et puis il y avait aussi, en France, il faut reconnaître que pendant un certain nombre d'années, on avait une priorité sur le nucléaire. Mais ça, ça a été fait. Si vous voulez, regardez, le monde, il joue un peu en balancier au début du XXe siècle. Je dis toujours, quand vous regardez le début du XXe siècle, technologiquement, il y avait plein de voitures électriques. Il y avait plein de fournisseurs d'électricité. Des tas de gens, hein, plein d'organismes qui font. Dès qu'il y avait un petit barrage quelque part, le mec il mettait une petite dynamo, il filait de l'électricité. Hein. Vous les voyez, des fois, les endroits où les vieilles machines, là, des vieux trucs là, qui traînent. Les gars, ils fournissaient de l'électricité. Il y en avait plein. Et puis on a centralisé tout ça parce que cette électricité-là n'était pas de bonne qualité. Le machin, ça passait, la tension, elle passait son temps à fluctuer, les trucs n'étaient pas stables. Alors le 50 Hz, n'en parlons pas, il fluctuait entre 40 et 70. Alors, je ne dis pas les machines, enfin bon, là, alors l'EDF a tout centralisé, tout ça, on a fait un gros truc en France et on a harmonisé tout. Et là, vous avez une électricité nickel quand même. 50 Hz, 220 volts, le truc qui tient. Et aux États-Unis, 60 Hz et 110, mais bon. Et donc, le truc, il est super stable.
Et bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On commence à refaire de la production distribuée. Ce qui paraît une évidence. Il y a du soleil partout, le machin, il y a des trucs. Donc, n'importe quel bout de chute d'eau, là, on peut très bien. Donc, on pourrait très bien réutiliser tout ça et le reprendre. Et notamment les zones où il y a des fortes marées. Mais on voit bien que c'est une question de priorité de l'investissement. On le met où, quoi? On le met où? Et pour avoir discuté fortement avec les gens du nucléaire, que je ne leur tape pas dessus, mais ils avaient pris un dogme dès le départ qui ne s'est pas avéré vrai. Non pas à cause des accidents et des trucs comme ça, parce qu'ils sont extrêmement sécuritaires, enfin ils essayent de mettre les barrières de sécurité, mais ils avaient pris un dogme au départ en disant on ira toujours vers la génération d'après, le surgénérateur, le surmachin, le surtruc, qui permettra de traiter les problèmes des déchets précédents. Et ça c'est depuis presque Marie Curie, quoi. Après les accidents de Marie Curie, elle est morte de radiation, hein, Marie Curie. Et bien, depuis ces temps-là, ils se sont dit comment on fait pour traiter les trucs là qui rayonnent, qui machin, comment on le fait. Et à chaque fois, ils ont essayé de réduire le nombre, le niveau de radiation, d'émissions, des déchets. Mais au bout d'un moment, c'est arrivé dans une espèce de butée là, parce que entre ITER et puis et d'autres trucs, c'est que les gens n'y vont plus trop avec la même énergie qu'on l'a été à une époque. Hein. Les meilleurs ingénieurs, ils n'allaient pas dans le spatial, hein, ils allaient dans le nucléaire. À une époque. À une époque, c'est plus le cas. Ils vont dans la finance, c'est pour mieux. Enfin, ouais. Bon, alors là, ça me dépasse un peu. Le modèle de com, c'est pas vraiment mon truc. Les financiers, on a besoin. Moi, j'ai été dans l'industrie, donc je ne vais pas taper dessus. Un industriel, il ne faut pas lui reprocher de vouloir faire de l'argent et de survivre sa propre industrie. Moi, je ne reproche jamais à un industriel d'avoir des produits. Il a un marché, il les vend et il essaye de les vendre à peu près correctement pour la rentabilité qui va bien, pour se faire un avenir à lui-même. Un avenir des produits qu'il va fabriquer demain pour vendre à son truc. C'est sa structure. C'est comme ça. De toute façon, sinon, ils arrêtent de bosser. Donc ça, il ne faut pas leur reprocher ça. Ce qui est à reprocher, c'est que la société laisse faire des gens qui fabriquent des trucs au détriment de tout le monde. Là, ça commence à plus aller. Et là où ça va plus, c'est qu'aujourd'hui, on a changé d'un schéma économique classique. Vous avez des gens qui ont de l'argent, qui investissent, qui produisent, qui vendent des produits avec une politique technique, une politique financière et une politique humaine. Les personnes, il ne faut jamais oublier les ressources humaines qui font tout ça. Et donc vous avez ça, c'est le truc classique d'une industrie. Maintenant, et ça a marché pendant des millénaires quand même. Hein, c'est les échanges. J'ai lu récemment des bouquins sur les premières écritures chez les Sumériens. Ils écrivaient que pour les échanges commerciaux. Hein. C'était pour se faire mémoriser à qui il avait filé 3 chèvres et à qui il avait filé 3 trucs. Hein. C'était ça, les premières écritures. Donc, l'homme s'est structuré pour échanger, pour travailler avec les uns avec les autres. Donc, le commerce, le fait qu'on fabrique, on fait des trucs, c'est normal, ça. Là où c'est aujourd'hui, on vit un truc où, personnellement, à mon âge, j'arrive pas à tout maîtriser, c'est des modèles économiques qui font que c'est dans le monde entier, et les empereurs d'aujourd'hui, les empereurs qu'on a connus, qui faisaient leur château, qui faisaient leurs trucs, qui faisaient leur machin, qui laissaient aller aux générations d'après des grands trucs, qui ramassaient l'argent sur une activité humaine locale, actuellement c'est totalement mondialisé et totalement hors sol. Donc vous avez des mecs qui font de l'argent partout, comme Booking.com, hors sol. Bon, là-dessus, il y en a un qui est extraordinaire dans le spatial. Je vais revenir au spatial parce que sinon après, moi je ne suis pas légitime pour vous parler du reste. Il y en a un qui joue à ça là, dans le spatial, c'est Elon Musk. Il joue à ça. Lui, il a été dans le monde un peu virtuel, là, et il sait faire où il se donne de l'argent virtuel. C'est-à-dire qu'il est en complète faillite sur les voitures, complète faillite sur les batteries, complète faillite sur les lanceurs. Il les vend moins cher qu'il les fabrique, etc. C'est un truc, une industrielle habituelle, quand on vend moins cher que ce qu'on produit, c'est d'habitude, on va à la faillite directe. Là. Bon, lui, pas du tout. Il va sur le monde virtuel et il monte des fonds. Donc, il se fait financer. L'action en bourse de ce truc-là est absolument phénoménale. Donc, voilà quelqu'un qui, pour une méthode, produit, vend moins cher que s'il produit, et il arrive à le faire. Et il est dans le domaine spatial. Alors, quelque part, on peut dire, finalement, il fait rêver pour la planète Mars.
Alors, j'ai eu des débats, j'ai eu la chance, ou pas la chance, j'en sais rien, j'ai passé 15 jours avec ce monsieur en 2006, hein, parce que je fabriquais des satellites, il fabriquait des lanceurs, donc il avait dragué tous les fabricants de satellites pour les faire venir, j'ai passé 15 jours. Et la discussion est absolument fascinante avec ce garçon, quand même. Lui, il a un rêve, c'est Mars. Hein. Je pense que ce gars, il ira peut-être par la fin de vie, il ira se faire atterrir sur Mars pour son cimetière. Là. Et donc... aller sur Mars, c'est un peu l'objectif de son truc. Ce qui n'est pas complètement idiot à quelques décennies, avec les technologies d'aujourd'hui, c'est pas aberrant d'aller faire le tour de Mars. Et on en a discuté avec quelques personnes. On ira faire le tour de Mars dans les 15 ans, et puis on reviendra, on n'ira pas se poser, puis on ira se poser après. C'est pas totalement aberrant. Mais avec ça, je ne sais pas comment il arrive à aller lever des centaines de millions de dollars sur le marché. Il a des contrats avec le DoD, mais les contrats, il vend les lanceurs, là, il les vend au prix coûtant. Il les vend cher. Il vend plus cher sur le marché captif américain que sur les marchés ouverts. Hein. Mais ça n'empêche qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Quoi. Et il investit sur le truc d'après. Et quand il investit le truc d'après, il le fait investir non pas avec de l'argent que la boîte a gagné antérieurement sur ses marges, mais sur de l'argent de la bourse. Bon. Il va falloir qu'on termine. Personnellement, je ne sais pas faire ça. Hein. Lever 300 millions d'euros. Moi, je ne peux pas l'arrêter. Si, il faut terminer ces 6 jours de conférence, de big conférence. Alors merci Marc d'avoir été le dernier, de clôturer toutes ces belles rencontres. On a une dernière question. On est au-delà du quart d'heure bordelais, mais il y a juste des séances de cinéma derrière. Non, moi je voudrais savoir ce qu'on fait de ces déchets là qui sont dans notre espace. Est-ce qu'on a trouvé une solution pour est-ce qu'il y a un impact pour la Terre de les laisser Alors, on les appelle les débris, nous, dans le jargon. Depuis, c'est l'homme, quand il a été dans l'espace au début, on n'a pas fait très attention, on se tape pas bien. On a fait des débris, parce que les derniers étages de lanceurs, ils restaient là-haut. Donc on en a généré. C'est quelques milliers, hein, mais quand ils se cassent, ça en fait d'autres. Et ça peut rester des milliers d'années. Donc on peut se dire, tiens, bon sang, c'est quand même très pollué. Mais en termes de quantité, vu la dimension de l'espace, c'est totalement rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut voir que c'est très faible. Le seul problème que ça a, c'est pour les gens qui font de l'espace, qui risquent de rencontrer un débris et avoir un problème avec leur satellite. Mais pour la Terre, ça fait strictement rien. C'est-à-dire que ça ne va pas occulter le Soleil, ça ne va pas perturber, c'est à l'extérieur. Lorsque vous voyez, quand il y a un satellite qui rentre, ça fait une étoile filante. Donc il y a une solution, et aujourd'hui, à partir de maintenant une quinzaine d'années, on fait très attention à ne pas laisser de débris dans l'espace. Donc les satellites en fin de vie doivent rentrer, ou bien se mettre sur des orbites de parking. Et en termes de densité, quand vous faites un calcul de densité, c'est rien du tout. Hein. C'est 2 bouteilles de Coca-Cola dans la Méditerranée qui se baladent avec une vitesse... qui risquent de se rencontrer de temps en temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se rencontrer, mais c'est très peu dense. Il y a nettement moins de débris dans l'espace que de voitures à Saint-Médard. Hein. Je suis sûr qu'à Saint-Médard, il y a plus de 10 000 voitures. Hein. Je sais pas, mais ou les pneus, alors ne parlons pas, le nombre de pneus on multiplie par 4. Donc, il y a vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que l'activité humaine, quand on démarre une activité humaine, malheureusement, quand on regarde dans l'histoire, on a toujours démarré en faisant des déchets qui sont après à gérer. Alors le nucléaire, on en a parlé un petit peu, mais le spatial, c'était pareil. Au début, on a fait les trucs, on mettait les lanceurs là-haut, et puis ça restait, quoi. Maintenant, on leur demande de rentrer. Ariane 6, il va rentrer après. C'est-à-dire qu'il va se faire un réallumage pour pouvoir rester avec les trucs là-haut. Donc en fait, on y pense après. Moi, dans mon coin, là où j'habite, quand je suis arrivé, il y a 40 ans, la décharge, c'était le chemin creux. Hein. Tout le monde balançait tout dans le chemin creux. Hein. Les déchets ménagers, les déchets verts, les trucs, c'était dans le chemin creux, il y a 40 ans. C'était aberrant. Hein. Puis on polluait la rivière, on polluait tout. Donc on ne s'occupait pas de nos déchets pendant très longtemps. On est dans l'obligation de s'en occuper. Les déchets plastiques aujourd'hui pour l'océan, c'est bien plus grave que tous les débris dans l'espace. Là. Hein. C'est-à-dire que Oui. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de tous les gens qui sont là-dedans pour éviter ça. Mais à la limite, c'est presque égoïste. Hein. C'est pour continuer le business dans l'espace. Hein. Pas le business, le fait de pouvoir surveiller les trucs et tout. On ne le lancera plus dans l'espace s'il y a trop d'obstacles, de risques d'obstacles. Je ne parle pas des spationautes qui tournent à 400 km, qui eux aussi, de temps en temps, il y a des débris possibles.
D'accord? Donc, c'est une prise de conscience très claire, mais qui est par rapport au même système qui lui-même est obligé de faire attention à ça. Bon, il est l'heure d'aller déjeuner. Et de toute façon, il ferme là. Non, mais le parc de l'ingénieur va pouvoir vous accueillir et peut-être que Marc pourra répondre à vos questions. Je vous rappelle, merci d'être venu. Dernière big conférence, mais encore un café space au parc de l'ingénieur pour parler du HPA, l'avion à propulsion humaine. Si ça vous intéresse, c'est sur le parc de l'ingénieur qui est aussi le deuxième site de Big Bang. Merci à Marc d'avoir clôturé avec autant de prestige ces 6 jours de Big Conférence. Je vous rappelle que tout a été gratuit pendant 6 jours, donc on continue sur le parc de l'ingénieur au Carré des Jalles. Des aéropuces sur le complexe sportif. Alors on nous a dit qu'on avait du mal à trouver le complexe sportif Ariane Group. Il est situé allez Clémenceau, juste à côté du parc de l'ingénieur, à gauche de l'ingénieur. Vous pouvez trouver plein de choses à chiner sur l'aéronautique et le spatial. Et le Café Space, donc à 14h au parc de l'ingénieur. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.